Il s'est moqué d'elle au stand de tir. Elle n'avait probablement pas tenu de fusil depuis l'époque des téléphones à clapet, du moins c'est ce qu'il pensait. Mais elle s'est avancée vers la ligne de tir et, à chaque tir, la balle a atteint la cible en plein centre. Lorsqu'elle retira son gant, un tatouage noir délavé apparut sur son poignet. Le commandant des SEAL en visite, à mi-chemin, se figea. Ce symbole, quelle que soit sa véritable signification, n'était pas ce qu'une femme comme elle était censée porter. Voulez-vous savoir ce que signifiait vraiment ce tatouage et pourquoi tout le stand de tir était silencieux? Alors, restez avec moi, et commençons. La chaleur matinale au camp Alverston était suffocante, comme respirer à travers de la laine humide. Dès 9 heures, l'air sec et étouffant piquait les yeux et transformait chaque surface métallique en fer à marquer. Au-delà de la clôture, l'Interstate 40 vibrait du bourdonnement régulier de la circulation matinale, mais à l'intérieur du camp, les seuls bruits étaient le bourdonnement constant des générateurs diesel et les aboiements stridents des ordres sur le terrain d'entraînement physique. Sarah Chen est sortie d'une camionnette de transport argentée cabossée, vêtue de vêtements qui criaient pratiquement « entrepreneur civil », un pantalon cargo délavé et usé par trop de lavage, une veste noire zippée bien trop légère pour un vrai travail en extérieur et des baskets tactiques qui semblaient tout droit sortis d'un catalogue plutôt que gagnés par l'usure. Un badge d'accès temporaire plastifié flottait dans sa poche gauche à chaque pas, le genre de badge qu'on remet aux fonctionnaires qui doivent se requalifier une fois par an pour conserver leur habilitation. La photo sur le badge montrait une femme aux cheveux courts et aux cernes plus foncées, prise à l'époque où elle se souciait moins de rester invisible. Elle traversa le parking gravillonné d'un pas lent, comme quelqu'un qui n'a nulle part où aller d'urgence. Mais sous cette façade civile, il y avait autre chose, quelque chose de plus profond. Une façon d'observer son environnement qui trahissait de vieilles habitudes. Ses yeux identifiaient automatiquement la position des tours, notaient l'emplacement des véhicules, cartographiaient les sorties sans même y penser. Les vieux instincts ont la vie dure, même quand on essaie de les enterrer. Les instructeurs l'ont remarqué immédiatement, et pas dans le bon sens. Le sergent-chef Gilles Colli se tenait près de la cabane de l'armurerie, son polo d'instructeur serré sur son ventre ramolli après 5 ans de service au champ de tir. Autrefois, il avait été un véritable fantassin, le genre de fantassin qui parcourait les montagnes d'Afghanistan et revenait avec des histoires à raconter. Mais 5 années d'enseignement aux guerriers du dimanche lui avaient laissé une bedaine de bière et un complexe de supériorité à parts égales. À côté de lui, le sergent Mike Vanik louchait des papiers à travers des lunettes dont il refusait d'admettre l'utilité. Ses propres jours de gloire s'éloignaient un peu plus au fil des années passées dans des postes confortables aux États-Unis. Les deux hommes partageaient la même expression, celle qu'on a après trop longtemps passée dans des missions faciles, celle qui fait oublier à quoi ressemblent les vrais agents. Ils avaient perfectionné l'art de repérer les faiblesses ou ce qu'ils croyaient être dans le flot incessant de sous-traitants et de réservistes qui traversaient leur zone d'opération. Vanik poussa un dossier sur la table métallique avec une force inutile, les papiers raclant la surface en aluminium. Elle n'a probablement pas touché à un fusil depuis le niveau de base si tant est qu'elle y soit allée, railla Colli, assez fort pour que tout le monde l'entende. Regardez cet équipement civil. Elle pense probablement que tactique signifie acheter des vêtements noirs chez REI. Il sourit. Le service financier, peut-être. Elle marche comme si elle avait peur d'être mordue par le gravier. Vanik renifla. Je parie qu'elle est là parce que son patron a coché une case diversité, et maintenant on est obligé de jouer les babysités. Ils avaient perfectionné cette routine au fil des ans, la cruauté désinvolte déguisée en critique professionnelle. Leur façon de dépecer les nouveaux venus comme des vautours survolant un animal écrasé. Cela leur donnait un sentiment d'importance creux, les aidait à oublier leur propre déclin au sein d'une armée qui avançait sans eux. Sarah ne réagit pas. Elle avait entendu pire, de la part d'hommes bien plus dangereux. Au lieu de cela, elle s'approcha du comptoir d'enregistrement avec la patience discrète de quelqu'un qui maîtrise depuis longtemps l'art de l'invisibilité. Le caporal qui tenait le comptoir leva à peine les yeux de son café. « Voix 9, murmura-t-il sans la regarder dans les yeux. « Bien sûr. » Voix 9. La voix la plus éloignée, le coin oublié où les 12 usagers roulaient sous la clôture et où les murs de béton résonnaient avec des échos affolants. L'endroit où ils envoyaient ceux qu'ils ne voulaient pas voir. Sarah hocha la tête une fois et se dirigea vers la ligne de tir, passant devant 2 jeunes réservistes qui souriaient déjà. $20 disent qu'elle ne peut pas atteindre le côté large d'une grange, murmura l'un d'eux, juste assez fort pour qu'elle l'entende. Regarde comme elle tient son matos, ricana l'autre. On dirait qu'elle croit qu'il va exploser. Ils ont ri à cet humour irréfléchi et tranchant qui vient facilement quand on est jeune,
stupide et convaincue qu'un uniforme vous rend invincible. Sarah posa son sac compact sur le banc en bois cicatrisé de la voie 9 et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient les outils de quelqu'un qui prenait le tir au sérieux, des bouchons d'oreilles moulés sur mesure, des gants en cuir souple au bout renforcé et un petit étui noir contenant un outil de réglage de la visée, plus utilisé que tout autre outil de l'armurerie de la base. Chaque geste était délibéré, presque rituel. Elle avait fait cela des milliers de fois. Ses mains bougeaient par pure mémoire musculaire, tandis que son esprit restait parfaitement immobile. Le M4 qu'on lui tendit était standard, rien de spécial. Le numéro de série avait été regravé, les plaquettes polies par d'innombrables mains. Mais ses doigts caressèrent l'arme comme pour saluer un vieil ami. Elle vérifia la culasse propre et bien lubrifiée. Testa la détente ou une rupture nette à environ 2 kg. Ajusta la tension de la bretelle jusqu'à ce qu'elle épouse parfaitement sa carrure. Son pouce glissa le long du boîtier de culasse, à la recherche de fissures ou d'usures inhabituelles. L'arme raconta son histoire en moins de 30 secondes, combien de coups elle avait tiré, où elle avait été rangée, si elle avait été entretenue ou négligée. Elle lut son histoire dans l'usure de la poignée de chargement, la fluidité du coulissement de la culasse, la résistance quasi inexistante du verrou du chargeur. C'était comme lire un livre écrit en acier et en fibre de carbone. Derrière elle, les moqueries continuaient. « Elle met une éternité », cria Collie. « Ce n'est pas une opération du cerveau, madame », ajouta Vanik avec un ricanement. « Elle a peut-être besoin d'aide pour lire le manuel de sécurité. » Les réservistes rigolèrent. Sarah enfonça une balle d'un mouvement fluide et maîtrisé ou le genre de mouvement qui résulte de 10 000 répétitions. La culasse se verrouilla avec un claquement métallique net qui fendit l'air matinal comme de la soie sous une lame. Sans hésitation. Sans tâtonnement. Le son était net, professionnel, définitif. Elle prit position. Les pieds écartés à la largeur des épaules, le poids légèrement en avant, la respiration contrôlée et mesurée. Sa main gauche se posa naturellement, formant une plateforme stable. Sa joue toucha la crosse avec la précision irréfléchie d'une habitude bien ancrée. La cuisinière a émis un bip. Sarah a tiré son premier coup de feu. Le coup de fusil retentit net et précis, résonnant sur les barrières de béton, faisant siffler légèrement les oreilles des autres tireurs. Mais Sarah ne broncha pas, ni au bruit, ni au recul. Elle les assimila comme s'ils étaient de vieux amis. La balle a touché légèrement juste. Pas un raté, mais pas le centre. Assez proche pour être considéré selon les normes militaires, mais pas assez pour impressionner la galerie des cacahuètes. Je vous l'avais dit, murmura l'un des réservistes, juste assez fort pour être entendu depuis la ligne de tir. Le premier tir est toujours raté. Je parie qu'elle a tout appris sur YouTube et qu'elle se croit prête pour la vraie vie. Son ami ricana. 5 $, elle ne finira pas le cours. Elle demandera probablement de l'aide pour ajuster sa vue. Mais Sarah ne s'est pas arrêtée. Ses mains faisaient de petites corrections, sa respiration était régulière. Le tir suivant a traversé la cible. Et puis un autre. Et un autre. Jusqu'à ce que le centre de la cible ne soit plus qu'un trou irrégulier de précision. Sarah n'a pas pris en compte les commentaires, elle n'a pas tourné la tête, n'a pas tendu les épaules, ne leur a pas donné la satisfaction d'une quelconque réaction. Au lieu de cela, elle inspira lentement, expira à moitié et modifia subtilement sa position. Elle pencha son poids en avant d'un accent grave peine 1 mm, ajusta sa prise sur la crosse du pistolet et réajusta l'alignement de son viseur en fonction de l'impact de son premier tir. Puis elle a tiré à nouveau. Cette fois, la balle atteignit le centre de la cible, déchirant le cercle de marquage avec une telle force que le papier se brisa. Le troisième tir suivit, formant une paire nette dans le cercle central, puis le quatrième, élargissant le groupe d'environ 2 cm, tout en restant dans le mille. Au cinquième coup, les rires s'étaient complètement tus. Au septième, le champ de tir était plongé dans un silence absolu, à l'exception du claquement rythmé du fusil de Sarah et du bourdonnement lointain des climatiseurs luttant contre la chaleur du désert. Son groupement était plus serré que tout ce que les instructeurs avaient vu de la semaine, ou plus serré même que la plupart d'entre eux n'auraient pu le faire lors de leur meilleur jour. Chaque tir arrivait à un intervalle mesuré, réglé comme une horloge. Elle ne se précipitait pas, ne se la pétait pas, ne cherchait rien à prouver. Elle plaçait simplement chaque balle exactement là où elle le voulait. Comme si la distance entre le canon et la cible n'était rien de plus qu'un inconvénient mineur à calculer. Vank se surprit à se pencher en avant, les yeux plissés vers la cible de Sarah. Le groupe était incroyablement serré,
surtout pour quelqu'un utilisant une arme inconnue à une distance inconnue. Ce genre de tir provenait de quelque chose de plus profond que l'entraînement. Il provenait de l'instinct, d'une mémoire musculaire si profondément ancrée qu'elle faisait partie de son ADN. Lorsqu'elle s'arrêta pour recharger, Collie retrouva sa voix. « Où as-tu appris à tirer comme ça ?» Sarah ne se retourna pas. Elle éjecta le chargeur vide, en inséra un œuf et chargea une autre cartouche avant de répondre, bien avant que quiconque ne lui donne la parole. Quelque chose dans sa voix mettait Vank mal à l'aise. Il s'approcha, tentant de réaffirmer son autorité par la simple proximité. « Madame, je vous pose une question directe. Quel est votre parcours militaire ?» Pour la première fois depuis son arrivée, Sarah le regarda droit dans les yeux. Ses yeux étaient de la couleur d'un ciel d'hiver bleu pâle, presque gris avec une concentration assurée, fruit de ce qu'elle avait vu de plus étrange. « Vous avez mon dossier, dit-elle simplement. Le dossier mentionne un soutien non combattant. Ce groupement indique tout autre chose. Sarah retourna vers sa voix. Peut-être que votre dossier est incomplet. C'est à ce moment-là que Vank a remarqué le tatouage. Tout commença par une trace d'encre noire sous sa manche gauche, à peine visible lorsqu'elle prit ses chargeurs de rechange. Mais en ajustant son équipement, tout devint plus clair, des lignes nettes, un travail professionnel, une inspiration militaire marquée, un crâne, des harpons croisés en dessous, un insigne de reconnaissance à l'ancienne, du genre qu'on ne trouve pas dans la boutique de la base. « Collie » murmura Vank en désignant son bras d'un signe de tête, « regarde cette encre. » Collie plissa les yeux, essayant de distinguer les détails. C'est une marque Seal. Un jeune réserviste a entendu et a ri. Allez, les gars, on peut se faire tatouer comme ça n'importe où maintenant. La moitié des valises de valeur volées que j'ai vues ont de meilleures encres que les vrais opérateurs. Mais quelque chose dans la façon dont Sarah se tenait troublait Collie. Sa posture était tout à fait inappropriée pour un entrepreneur civil, trop équilibré, trop prête. Les callosités sur ses mains ne provenaient pas de la paperasse. Ils étaient au mauvais endroit, usés par des cordes, des crosses de fusil et des choses qui cognent dans la nuit. Avant que quiconque puisse insister davantage, la porte principale s'ouvrit en grinçant avec le grincement familier de gonds rouillés. 3 silhouettes entrèrent dans le stand de tir, 2 agents administratifs et quelqu'un qui faisait paraître les autres plus petits en comparaison. Le commandant James Mitchell était le genre d'homme qui avait gagné sa présence à la dure. Fin de la cinquantaine, cheveux rasés et mèches argentées, une cicatrice au-dessus du sourcil droit qui réfléchissait la lumière de manière irrégulière. Son uniforme était réglementaire mais usé, le tissu s'était ramolli à force de lavage, et ses bottes étaient éraflées par l'usage. Il se déplaçait avec l'aisance délibérée de quelqu'un qui avait appris à économiser son énergie pour les moments importants. Son regard balaya le champ de tir avec désinvolture, probablement pour une inspection de routine, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Sarah, couloir 9. Son expression changea instantanément, pas vraiment sous le choc, mais plutôt sous l'effet d'une reconnaissance teintée de quelque chose de plus profond. La surprise, peut-être même le soulagement. Sarah, rechargeant à nouveau, se concentra sur son arme, ignorant qu'elle avait été repérée. Mais le commandant Mitchell s'avançait déjà vers elle, ses escortes le suivant comme des pensées oubliées. Les instructeurs se redressèrent instinctivement. Collie se mit même au garde-à-vous, un geste qui aurait pu paraître drôle en d'autres circonstances. Les réservistes s'affairèrent à leur équipement, soudain très concentrés. Le commandant Mitchell s'arrêta près de la voie 9 et regarda Sarah tirer 3 autres coups, chacun frappant le centre avec une précision mécanique qui appartenait à un manuel plutôt qu'au monde réel. Quand elle baissa son fusil, il parla doucement, juste assez fort pour qu'elle l'entende par-dessus le bruit ambiant du champ de tir. Toujours ce léger accroc à l'épaule. Il l'observa. Sarah se figea complètement, non pas effrayée, mais contrôlée, comme un chat qui entend un danger et décide s'il doit courir ou se battre. Elle se retourna lentement et, pour la première fois depuis son arrivée au camp Alverston, le masque prudent qu'elle portait se fissura légèrement. Pas de peur, mais de reconnaissance. Le regard de quelqu'un qui voit un fantôme d'une autre vie, quelqu'un qui incarne un chapitre qu'elle croyait scellé à jamais. « Commandant Mitchell », dit-elle d'une voix assurée, mais seulement par la force de sa volonté. Il sourit et la transformation de son visage fut immédiate, le calme militaire céda la place à quelque chose de presque paternel. « Ça fait longtemps, Sarah. Je ne m'attendais pas à te trouver ici. Aux dernières nouvelles, tu avais complètement disparu dans la vie civile. J'avais besoin de me requalifier, répondit-elle simplement, comme si cela expliquait tout et rien à la fois. Dans quel but ?
Elle fit un geste vague vers ses vêtements civils, son badge d'accès temporaire. Travail contractuel. Ils exigent des résultats à jour. Derrière eux, Collie et Vank échangèrent des regards, l'inquiétude grandissant. Ce n'était pas ainsi que se déroulait habituellement le vol de valeur. Les imposteurs prenaient la fuite face aux vrais agents. Ils inventaient des excuses et disparaissaient sur le parking avant que quiconque puisse poser des questions difficiles. Ils ne restaient pas là, calmes, à discuter avec les commandants des Navy Seals comme de vieux amis discutant de la météo. Le commandant Mitchell jeta un coup d'œil à l'écran de la cible, notant son groupement avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait passé des décennies à évaluer le tir. Je vois qu'il les place toujours là où il compte. C'est un groupement de 50 mètres avec une arme inconnue. La plupart de mes tireurs actifs n'y arriveraient pas dans leurs meilleurs jours. Mémoire musculaire, répondit Sarah, même si quelque chose dans sa voix laissait entendre une évasion plutôt qu'une explication. Ce n'est pas de la mémoire musculaire. C'est de l'or. Il désigna le tatouage visible où le crâne et les harpons croisés étaient désormais entièrement révélés sous l'éclairage intense. Tu portes toujours cette vieille encre. Sarah jeta un coup d'œil à son bras, les lignes noires se détachant sur sa peau pâle qui suggérait qu'elle ne passait plus beaucoup de temps au soleil. Certaines choses, dit-elle doucement, ne peuvent pas être laissées derrière soi. Le commandant hocha lentement la tête, des couches de signification passant entre eux des choses que les instructeurs qui écoutaient aux portes ne pouvaient pas commencer à comprendre. Non. Non, absolument pas. Il s'arrêta, étudiant son visage avec le genre d'attention qui suggérait qu'il lisait entre les lignes. Comment vas-tu, Sarah? Vraiment? L'espace d'un instant, sa façade soigneusement construite s'effondra complètement. Une lueur crue et épuisée traversa son visage avant qu'elle ne reconstruise le mur. Un jour à la fois, murmura-t-elle. Les rêves sont moins fréquents. C'est déjà ça. Il se tourna vers les instructeurs, qui faisaient tous semblant de ne pas écouter tout en restant suspendus à chaque mot. Messieurs, je crois que vous avez reçu l'un de mes anciens atouts. Vank a été le premier à trouver sa voie. Monsieur, je suis désolé, je ne comprends pas. Echo Black, dit simplement le commandant Mitchell, laissant les mots flotter dans l'air comme un défi. Tu en as déjà entendu parler? La couleur s'est écoulée du visage de Collie plus vite que l'eau à travers un tamis. Echo Black n'était pas seulement classé secret défense, c'était une légende. Des rumeurs circulaient sur les forums militaires, de la part de personnes prétendant connaître des personnes susceptibles d'en avoir fait partie. Des références à des manuels d'entraînement que la plupart n'auraient jamais été autorisés à lire. Le genre de programme qui n'existait pas officiellement, mais qui a pourtant laissé des empreintes partout dans la doctrine des opérations spéciales, comme un fantôme déplaçant les meubles quand personne ne regardait. Sarah a formé nos spécialistes de Overwatch pendant 7 ans, continua le commandant, sa voix prenant le poids d'un homme donnant un briefing à ceux qui avaient besoin de comprendre la gravité de ce qu'ils entendaient. À une époque où les gens essayaient encore de comprendre ce que signifiait réellement Overwatch dans la guerre asymétrique, elle enseignait la suppression à longue portée depuis des positions couvertes par la canopée, comment construire des caches urbaines, comment identifier des cibles cachées au sein des populations civiles, pas d'observateurs, pas de drones, pas de renseignements en temps réel. Juste des mathématiques, de l'intuition et le genre de patience que la plupart des gens ne possèdent pas. L'un des réservistes, celui qui avait plaisanté plus tôt à propos de l'entraînement sur YouTube, semblait vouloir traverser le sol en béton jusqu'au noyau terrestre. Mais le commandant Mitchell n'avait pas fini. Sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait lu trop de rapports d'après-action, signé trop d'avis de décès, assisté à trop de cérémonies commémoratives. Ce tatouage, dit Mitchell, n'est pas une décoration trouvée dans un salon de Jacksonville. C'est une marque, faite à la main, par l'armurier de l'unité selon des méthodes traditionnelles. Il n'a été donné à Overwatch confirmé qu'après 2 ou plusieurs récupérations hors réseau, 0 victime sous votre surveillance, 0 compromission des renseignements, 0 échec de mission. Il regarda directement Collie, étudiant le visage de plus en plus pâle de l'homme avec ce qui aurait pu être de l'amusement dans un autre contexte. Tu sais ce qui s'est passé près de cet arbre? Collie secoua la tête en silence, soudain conscient qu'il était dépassé dans des eaux si profondes qu'il ne pouvait même pas voir le fond. Demande-lui, dit Mitchell. La mâchoire de Sarah se serra visiblement, les muscles de son cou ressortant. C'est toujours classé au plus haut niveau, dit-elle doucement. Les détails sont classifiés, répondit Mitchell d'une voix plus dure, mais les résultats ne le sont pas. La voix du commandant exprimait la fatigue de quelqu'un qui avait passé des nuits blanches à se demander comment des opérations qui auraient du mal tourner n'avaient pas pu se dérouler de manière catastrophique.
12 entrepreneurs piégés derrière les lignes ennemies des militaires privés travaillant à la collecte de renseignements pour l'agence. L'extraction était impossible. Les conditions météorologiques, la concentration ennemie, l'absence de soutien aérien, des décisions politiques ont tout arrêté. Le commandement les avait déjà considérés comme des pertes acceptables. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots se poser, observant les visages de ses auditeurs ou des visages absorbant lentement des vérités qui brisaient leur compréhension de ce que signifiait réellement la compétence. Les instructeurs ne se contentaient pas d'en apprendre davantage sur le passé de Sarah. Ils découvraient que leur cadre conceptuel des compétences était fondamentalement erroné. Sarah est entrée seule, dit doucement Mitchell. Contre les ordres directs. Le Pentagone avait déjà rédigé les notifications de décès. Mais elle ne pouvait pas s'en passer. Elle s'est infiltrée sur 12 km de territoire hostile, dans une tempête de sable qui a cloué au sol tous les avions et réduit la visibilité à moins de 50 mètres. La température a atteint 49 degrés Celsius. Des vents atteignant 100 km/h, des conditions qui immobiliseraient les hélicoptères et rendraient la marche en ligne droite quasiment impossible. La voix de Mitchell prit un ton hanté, la voix d'un homme racontant des événements qui le tenaient encore éveillé la nuit. Elle portait un sac de 18 kilos, suffisamment de munitions pour un combat soutenu, une trousse médicale capable de procéder à une intervention chirurgicale traumatologique sur le terrain. Elle a récupéré ses 12 entrepreneurs en 14 heures, les déplaçant par groupe de 3 sur un terrain que les services de renseignement par satellite ont déclaré impraticable. Aucune perte. Pas une seule. Elle a tiré dans des conditions qui auraient dû rendre impossible toute atteinte. Elle a couvert leur extraction tout en essuyant des tirs provenant de 3 directions. Elle a éliminé des menaces à des distances défiant les limites de l'œil humain. Il fit un geste vers Sarah, quelque chose de proche de la révérence dans son mouvement. Lorsque la poussière retomba littéralement, la seule preuve qu'elle avait été là étaient les 37 combattants ennemis qu'elle avait neutralisés pour leur ouvrir la voie. Les hommes qu'elle a sauvés la plupart n'ont jamais vu son visage clairement. Ils savaient juste que la mort les avait chassés. Et quelque chose de bien plus dangereux était arrivé pour la mort elle-même. Le champ de tir était silencieux. Complètement silencieux. Même le bourdonnement lointain du trafic de base semblait s'estomper, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Le seul bruit était le ronronnement mécanique de la climatisation. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Le sac de matériel de quelqu'un s'était ouvert, éparpillant des produits de nettoyage sur le béton où personne ne s'est baissé pour les ramasser. Sarah s'éloigna de sa voix et commença à démonter son arme avec la même précision chirurgicale et silencieuse dont elle avait fait preuve toute la matinée. Mais maintenant ils comprenaient. Ils observaient quelqu'un qui pouvait réaliser la même opération les yeux bandés, dans une tempête de sable, sous le feu. C'était il y a longtemps, murmura-t-elle, sa voix portant le poids des souvenirs que le temps n'avait pas atténués. Pas si longtemps, répondit doucement Mitchell. Pas assez longtemps pour que les gens oublient ce que tu as fait. Ce que tu as sacrifié. Ses mains s'arrêtèrent brièvement sur l'assemblage du boulon. Je n'ai rien sacrifié, dit-elle doucement. J'ai juste fait mon travail. Ton travail était de t'entraîner, rétorqua Mitchell. Tu es allé au-delà de ça. Mon travail, dit-elle d'un ton neutre, c'était de maintenir les gens en vie. Le reste, c'était de la paperasse. Il étudia alors son visage, lisant des vérités qui n'étaient écrites dans aucun dossier. C'est pour ça que tu es parti, murmura-t-il. À cause de la paperasse. Sarah a repris le nettoyage de son arme. Je suis parti parce que le travail était terminé. Vraiment? Elle leva alors les yeux. Le poids de son regard était suffisant pour que chaque autre âme sur la plage se sente comme un intrus. Pour moi, oui. Mitchell hocha lentement la tête. Et maintenant? Maintenant, dit-elle doucement, je conserve mes qualifications. Au cas où. C'était une conversation codée, le genre de conversation que seuls ceux qui avaient vécu certaines choses pouvaient pleinement comprendre. Les instructeurs et les réservistes en ont peut-être attrapé la moitié. Mais la moitié était suffisante. De quoi ébranler les fondements de la façon dont il voyait la femme silencieuse dont il s'était moqué ce matin-là. Mitchell a tendu la main, pas formellement, mais simplement comme un geste entre égaux. Sarah le secoua brièvement. Prends soin de toi, Sarah. Vous aussi, monsieur. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Sarah, si jamais quelqu'un me demande ce que tu as fait à Black Echo, je leur dirai que je n'étais pas là. Il sourit faiblement. C'est ma fille.
Alors que Mitchell s'éloignait, suivi de près par ses escortes nerveuses, le champ de tir resta figé dans un silence absolu. Sarah a fini de nettoyer son arme, a emballé son équipement avec le même rituel minutieux et s'est dirigée vers la sortie. Le jeune caporal derrière le comptoir ne pouvait pas la regarder dans les yeux. « Madame, je ne savais pas. » Sarah a remis son arme et a signé le formulaire de paiement. C'était le but. Elle se dirigea vers les portes principales. L'un des réservistes, le plus jeune, celui qui est si sûr de lui en matière de formation sur YouTube et d'incompétence civile, a trouvé sa voie. Il craquait légèrement, comme quelqu'un essayant de s'excuser pour quelque chose qui ne pouvait pas vraiment être excusé. « Madame, étiez-vous vraiment à Black Echo ?» Sarah se figea en plein pas. Elle se tourna lentement, l'étudiant, juste assez longtemps pour enregistrer sa jeunesse, la sincérité dans ses yeux, la honte qui commençait à s'installer sur les bords de son expression. Puis elle lui offrit l'ombre d'un sourire, la première véritable expression que quiconque avait vue chez elle ce jour-là. Nous l'étions tous. Pendant un temps. Et puis elle est partie. Le soleil a attrapé son ombre alors qu'elle franchissait les portes. Juste un autre entrepreneur civil revenant à la vie anonyme qu'elle avait construite au-delà des barbelés. Mais la gamme qu'elle a laissée derrière elle ne sera plus jamais la même. Le silence s'est prolongé longtemps après sa disparition. Finalement, Collie se dirigea vers le tableau de blague à côté de la cage à munitions ou le tableau en liège où ils affichaient les noms des tireurs qui avaient eu des journées particulièrement mauvaises. Le nom de Sarah était déjà là, ajouté plus tôt ce matin-là avec une note moqueuse à propos d'un bureaucrate civil qui ne pourrait probablement pas heurter le côté d'une grange. Collie déchira le papier en silence. Il l'a froissé dans son poing. Je l'ai remplacé par rien. Il s'est rendu compte que certains n'en avaient pas leur place dans la rotation. Ils appartiennent à la légende. Vanicourt a regardé la piste vide pendant un long moment après que le champ de tir se soit dégagé. L'écran cible affichait toujours son groupement final. 10 tours dans un espace plus petit qu'$1 en argent. Chaque trou chantait une compétence qui ne pouvait être ni falsifiée, ni achetée, ni empruntée à YouTube. Une compétence née d'endroits où il n'était jamais allé, de choix qu'il ne pouvait pas imaginer, de sacrifices qu'il commençait seulement à comprendre. Il pensa à ce que Mitchell avait dit à propos des échos noirs, des arbres sacrés, des hommes qui devaient leur vie à une femme dont ils ne connaîtraient jamais le nom, dont ils avaient à peine vu le visage. Il pensait à la cruauté des paroles inconsidérées, au rire facile, à la moquerie du matin qui avait maintenant le goût de la cendre. Mais il pensait surtout à ses yeux, bleu ciel d'hiver. Calme. Sans colère. Sans ressentiment. Juste la patience silencieuse de quelqu'un qui avait appris à être invisible parce que la visibilité avait coûté trop cher. Le lendemain matin, de nouveaux tireurs arrivèrent au stand de tir des guerriers du week-end, des entrepreneurs, des réservistes tâtonnant avec leur groupement, trouvant des excuses pour leur rater. Ils se plaignent de l'acoustique, de la chaleur, de leur équipement, de tout sauf de leurs propres limites. Mais Collie et Vanicourt regardaient maintenant avec des yeux différents. Ils ont remarqué les silencieux. Ceux qui se sont déplacés avec économie et détermination. Ceux qui ont vérifié leur équipement avec une précision minutieuse et rituelle. Ils avaient appris à regarder au-delà de la surface. Comprendre que la compétence ne s'annonce pas toujours avec bravade. Ils avaient appris peut-être trop tard que parfois, les personnes les plus dangereuses du monde préfèrent rester invisibles. Que des légendes marchent parmi nous, vêtues de vêtements civils, ne demandant rien d'autre que la chance de servir discrètement, de la manière la plus modeste possible. Et parfois, si nous sommes très aveugles et très stupides, nous ne les reconnaissons pas avant qu'il ne soit trop tard pour dire que nous sommes désolés. 3 mois plus tard, Collie a lu un rapport. Une prise d'otage dans une ambassade étrangère. 2 employés du département d'État. Extraction jugée impossible, météo, politique, obstacles habituels. Les rapports officiels ont été largement expurgés. Mais ils ont mentionné que tous les otages ont été récupérés sains et saufs, par un agent non identifié qui s'est infiltré dans le complexe pendant une tempête de sable, a éliminé tous les ennemis et a disparu sans identification. Collie fixa le rapport pendant un long moment. Pensée des yeux du ciel d'hiver. Groupement parfait. L'ombre d'un sourire. Certaines histoires ne sont jamais racontées. Et certaines légendes ne portent pas de nom.